La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain, disait Homère. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre nouvelle émission Capital Santé. Capital Santé, c'est une émission qui s'intéresse à toutes les questions liées à la santé de l'être humain. Et pour ce premier numéro, nous nous intéressons au paludisme, cette maladie connue de tous, mais particulièrement on s'intéresse à son incidence et à sa gestion chez les enfants. Et pour en parler en plateau, nous sommes avec Dr Yevedo Toho Djedé. Il est médecin pédiatre néphrologue en service au CNHU de Cotonou. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Le paludisme, c'est une maladie qui sévit énormément en Afrique et au Bénin. En particulier, selon les chiffres officiels, en 2023, on a connu 106 cas de décès d'enfants liés au paludisme sur 100 000. Ce qui explique donc l'urgence de cette maladie. Nous nous sommes donc rapprochés de quelques personnes dans la ville de Cotonou pour comprendre comment ils gèrent cette maladie chez leurs enfants. Ils répondent au micro de Marlène Azinogbe et Moufid Sabouran. Quand mes enfants commencent à chauffer, je vais directement prendre des médicaments contre le paludisme à la pharmacie et j'ajoute quelques tisanes pour un traitement efficace. Quand les enfants ont le paludisme, on leur prépare des tisanes et on achète ensuite du paracétamol et la quinine. Le palud, il faut... Quand tu vas dans les soins là, on demande d'abord de faire analyse. Si tu n'as pas les moyens de faire analyse, bon, il faut rentrer dans des tisanes pour pouvoir sauver son enfant. Moi, j'ai l'habitude de prendre le para à la maison. Ou si je ne donne pas le para, bon, peut-être je dois avoir quelque chose sur moi à la maison pour pouvoir lui donner d'abord automatiquement. S'il n'a pas monté, il n'a pas trop de tension à la chose là. Donc je sais ce que je vais faire. On les amène en même temps à l'hôpital. Quand on n'a pas l'argent, on va à la pharmacie pour prendre des médicaments et des vitamines. Quand la fièvre passe, nous leur donnons du vermifuge. Après, on prépare des tisanes avec du citron qu'ils boivent durant une journée. Voilà, docteur, vous venez de suivre avec nous ces quelques propos des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou qui ont expliqué comment ils gèrent le paludisme chez leurs enfants. Quelle est la lecture que vous faites de cela? Merci beaucoup, madame la journaliste. Alors, quand on écoute cet élément qui vient de passer, alors j'ai noté en premier point que dans la population, toute fièvre égale paludisme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit une forte automédication. Parce que quand on regarde tous ceux qui sont intervenus tout à l'heure, excusez-moi, donc le premier réflexe, c'est faire une automédication, soit à base de tisane ou d'autant donner des médicaments. Troisième point, il y en a qui ont évoqué comme raison pour ne pas aller à l'hôpital, problème de moyens, parce qu'ils estiment que les analyses qu'on demande là-bas sont chères. Alors, je voudrais dire que déjà, que toute fièvre chez l'enfant ne veut pas dire paludisme. Toute fièvre chez l'enfant ne veut pas dire paludisme. Beaucoup de maladies peuvent donner la fièvre chez l'enfant. Et deuxième chose, il y a une étude qui avait été faite, je crois, à Cotonou. Et cette étude avait consisté au fait à faire le test de diagnostic rapide du paludisme chez tous ceux qui venaient en pharmacie chercher directement un médicament contre le paludisme. Et ceux qui ont mené cette étude se sont rendus compte au fait c'était une infime partie qui avait le test positif. C'est pour confirmer que toute fièvre ne veut pas dire paludisme. Et quand on a la fièvre, il faut aller consulter. Tous les centres de santé ont des tests rapides. Et les tests rapides du paludisme, c'est des tests gratuits.
C'est des tests gratuits qu'on peut faire. Si l'enfant va à l'hôpital, les parents n'ont pas le moyen de faire les analyses. Avec les tests rapides, ça suffit déjà pour traiter un enfant et lui conseiller un médicament contre le paludisme qui est souvent pas cher. Parce que quand ses parents se lancent dans l'automédication, ils perdent du temps du moins, et le risque, c'est la forme grave. La forme grave qui est à l'origine de beaucoup de décès chez ces enfants sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. Exactement, nous allons revenir sur ça. Alors, vous allez nous rappeler brièvement, c'est quoi le paludisme et ses modes de transmission, parce que c'est très important. Merci beaucoup. Alors, le paludisme, c'est une maladie qui est fébrile, c'est-à-dire qui donne de la fièvre et qui est due à un parasite du nom de Plasmodium et qui est transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique qu'on appelle anophèle femelle infectée. Voilà, et donc c'est comme ça on définit ça. Et dedans on voit, il y a la forme simple. La forme simple, l'enfant a juste la fièvre et quelques signes qui sont associés, mais n'a pas de signes de gravité. Voilà, l'enfant de la fièvre, il peut avoir mal à la tête, il peut vomir, il peut avoir du mal à manger. Voilà. Et donc, on va dire forme simple. Du moment où un des signes de gravité apparaît, on va parler de forme grave. Et ces signes de gravité sont bien connus selon les directives de prise en charge du paludisme, du programme national de lutte contre le paludisme sont connus. Je peux vous en citer quelques-uns. Oui. Par exemple, un enfant qui n'est plus vigilant, qui a une altération de sa conscience, par exemple, qui vomit et tout ce qu'il mange, rien ne reste. C'est un signe de gravité. Un enfant qui a fait des crises convulsives, par exemple, ou qui refuse de manger, il n'arrive pas à manger quoi que ce soit. Donc, ça, c'est des signes de gravité. Ou des enfants, par exemple, qui ont des urines qui sont Coca-Cola. Vous voyez, par exemple, c'est le palu. Ou des yeux sont jaunes. Voilà, donc il y a beaucoup de signes de gravité. Et voire même l'insuffisance rénale. Chez un enfant? Chez l'enfant, oui. Le paludisme reste la première cause, en tout cas chez nous. Ça, c'est mon côté néphrologie pédiatrique. Donc, c'est la première cause de l'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant. Je dis aiguë. Oui. Aiguë, bon, chez l'enfant, chez nous. Et parmi les enfants même que nous dialysons, pour insuffisance rénale aiguë au CNHU, c'est le paludisme qui vient en tête. Et donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de signes de gravité. Et donc, quand on a un de ces signes-là, on peut dire qu'on a le paludisme grave. Et c'est cette forme qui tue souvent les enfants. Les enfants, voilà. Ok. Quand vous avez parlé des modes de transmission, je n'ai pas entendu le soleil parce que cette question m'est venue à l'esprit. Quand les parents voient qu'on a un peu de fièvre, on dit « tu t'es trop exposé au soleil ». Quand on s'expose trop au soleil, on risque d'attraper un palu, ce n'est pas bien. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Comme je l'ai dit dans la définition, donc pour avoir le paludisme, il faut avoir été piqué par ce type particulier de moustique qui vous transmet le microbe qui est à l'origine du paludisme. Ça, c'est le premier mode de transmission qui est couramment connu. On peut l'avoir aussi, ça, c'est chez la femme enceinte. La femme enceinte qui a le paludisme pendant la grossesse peut également le passer à son bébé dans le ventre et dans une infime partie au décours d'une transfusion sanguine parce que bon, le sang qu'on donne aux gens, souvent on ne fait pas le test de palu dessus, donc on peut en avoir, mais c'est rare. Voilà les trois modes de transmission. Donc, c'est pas lié au soleil. Voilà. Donc, le paludisme n'est pas contagieux. Non, le paludisme n'est pas contagieux, pas du tout. C'est rassurant. Voilà. Alors, cette maladie est considérée comme l'une des premières causes de mortalité au niveau des enfants dans le monde. Je ne dirais pas seulement au Bénin ni en Afrique, dans le monde. Oui. Mais pourquoi? Alors, je vais, tout à l'heure, vous êtes revenu sur des chiffres, mais je vais partir déjà des chiffres sur le plan mondial, un peu au niveau africain, avant de revenir dans notre pays, pour au fait montrer un peu le fardeau que constitue cette maladie. Alors, selon les derniers chiffres donnés par le programme mondial de lutte contre le paludisme, donc sur les 233 millions de cas recensés de paludisme dans le monde,
94% de ces cas sont en Afrique, surtout en Afrique au sud du Sahara. C'est-à-dire quoi? Que plus de 9 personnes sur 10 atteintes de paludisme vivent en Afrique au sud du Sahara. Et toujours selon ces derniers chiffres, sur les 619 000 décès liés au paludisme dans le monde, 95% de ces décès sont en Afrique, surtout en Afrique au sud du Sahara. C'est-à-dire que quand vous voyez 10 patients, 10 malades qui sont décédés du paludisme, plus de 9 sont en Afrique au sud du Sahara. Et parmi ces décès, pratiquement 8 patients ou bien 8 malades sur 10 sont des enfants de moins de 5 ans. D'accord. Je ne sais pas si voilà, sont des enfants de moins de 5 ans. Est-ce que vous voyez? Et c'est l'Afrique qui concentre vraiment le nombre de cas le plus élevé, le nombre de cas de décès le plus élevé. Donc voilà un peu, de façon un peu sur le plan mondial, comment ça se présente. Maintenant, quand on vient dans notre pays, tout à l'heure, oui, vous avez donné des chiffres que vous avez rapportés à 100 000 patients. Oui. L'année dernière, en 2023, on a eu plus de 2 millions de cas. Okay? Et quand on regarde ces cas, les formes graves sont autour de 161 000 et pratiquement 118 000 de ces cas graves concernent les enfants de moins de 5 ans. Pour vous donner une idée des décès, pratiquement on a eu 3 000 décès et ça c'est pour les cas notifiés. Ça, il faut le dire. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de vous avez vu l'élément qui ne vont pas à l'hôpital et tout. Bon, pour les cas notifiés, donc sur les pratiquement 3 000 décès qu'on a eu, les moins de 5 ans représentent 76% de ces décès. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire un peu moins de 8 patients sur 10 décédés au Bénin. Voilà, c'est des enfants de moins de 5 ans. De moins de 5 ans. Voilà. Alors, pourquoi ces enfants? Pourquoi eux? Voilà. Pourquoi eux? Déjà, l'enfant, quand on a moins de 5 ans, on n'a pas encore une immunité forte, donc on est susceptible à beaucoup de choses. Et surtout, ces enfants, dans le même sens, n'ont pas encore acquis cette immunité qui va leur permettre de se défendre un peu contre le paludisme. Donc, du coup, ils sont vulnérables. Cette immunité va être acquise vers l'âge de 5 ans. Vous voyez? Donc, ce qui fait que les moins de 5 ans sont les plus vulnérables, les plus atteints et meurent plus du paludisme chez nous. Alors, s'ils sont plus vulnérables et qu'ils n'ont pas encore acquis l'immunité qu'il faut pour combattre la maladie, est-ce que le mode de traitement pour ces enfants-là, c'est pareil pour les adultes ou bien il y a un mode de traitement spécifique qui est appliqué aux enfants? Alors, pour les directives de notre programme national de lutte contre le paludisme et dans le monde, il n'y a pas vraiment de différence en termes de prise en charge. Je veux parler surtout en termes de médicaments qu'on utilise. Alors, le traitement va se reposer surtout sur la distinction des deux formes cliniques dont j'avais parlé. Alors, donc, quand on a le paludisme simple, on va utiliser des médicaments qu'on appelle des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Okay? Donc, deux formes sont retenues par notre pays pour être utilisées dans ce cas. Et quand on a le paludisme grave, il faut aller avec les formes injectables au début. Et en tête, c'est la T-Sunate qu'on utilise, qui est également utilisée chez les adultes. Donc, vous voyez, donc en plus de ça, effectivement, il faut prendre en charge les signes de gravité. Je vous ai parlé de l'insuffisance rénale, par exemple. Parce que c'est le paludisme qui a amené ça. Ça ne va pas s'arrêter à donner le médicament contre le palud, mais il faut prendre en charge les signes de gravité. Il est anémié, il faut le transfuser. Et c'est l'anémie reste le premier signe de gravité qu'on voit chez nous. Voilà. Donc c'est ça. Alors, nous avons des moyens de prévention conventionnels, ce qu'on connaît, dormir sous moustiquaires, débarrasser nos habitations des points d'eau insalubres et tout. Mais à part ces moyens de prévention, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour lutter contre le paludisme, surtout pour prévenir le paludisme au niveau de nos bouts de chou? Merci beaucoup. Alors, donc, il y a plusieurs interventions qui existent, qui vont dans le sens de la prévention du paludisme. Oui, vous avez cité l'utilisation de moustiquaires imprégnés
d'insecticides à longue durée d'action, qui est quand même une intervention reconnue mondialement, efficace contre cette maladie. Il y a, vous savez, il y a l'assainissement du milieu. C'est vrai, vous en avez parlé un peu. Mais les pays qui ont éradiqué le paludisme, c'est grâce à une urbanisation outrance. C'est ce que vous voyez. Donc, c'est en cela, bon, d'aucuns, et ça doit être vrai, qu'avec l'alphatage, tout ce qui se passe à Cotonou, c'est sûr que ça doit avoir beaucoup d'effets positifs sur le paludisme. Mais il n'y a pas que ces moyens-là. Il y a ce qu'on appelle la chimioprévention. Je vais revenir sur la vaccination après. La chimioprévention, au fait, ça consiste à donner des médicaments antipaludiques donnés par un professionnel de santé. Voilà. Est-ce que vous voyez, dans le but de prévenir la maladie, pendant des périodes où on pense que l'incidence est très, très élevée, que la personne ait le palu ou pas, en ce moment-là. Donc le fait que les parents se lèvent et disent, bon, tu veux commencer la rentrée, il faut qu'on prévienne le palu, et on leur donne, c'est mauvais. Non, c'est pas une bonne chose. Et c'est vrai que chez nous, on n'a pas encore de résistance à ces médicaments connus chez nous, mais ça existe déjà ailleurs. Et donc, il faut faire attention. Il faut que ça soit sous prescription, qu'on ait la preuve qu'on a le paludisme avant d'utiliser ça. Donc, je parlais de la chimioprévention, donc, qui est un moyen aussi de prévention qu'utilise notre pays. Voilà. Il y a la chimioprévention du paludisme saisonnier, par exemple, qui concerne, par exemple, tous les enfants de 5 départements de notre pays, à Libori, Atakura, Borgou, Zoukoline, et qui consiste au fait à donner des médicaments à ces enfants-là sur 5 mois, pendant la période de transmission forte. Généralement, ça commence à partir du mois de juin. Et donc, il y a des passages dans les maisons pour donner des médicaments. Et c'est une intervention qui est très efficace pour prévenir le paludisme. Il y a une autre forme aussi qu'on est en train de tester, mais qui n'est pas encore généralisée dans le pays, qui concerne certaines zones de notre pays, ou qui consiste également à profiter des contacts des enfants avec le centre de santé lors des vaccinations pour faire la prévention du paludisme en donnant des médicaments. C'est en cours dans le pays, mais ce n'est pas encore généralisé. Vous voyez, chez la femme enceinte, vous savez, il y a là aussi la prévention contre le paludisme au cours de la grossesse. On leur donne des médicaments aussi pour prévenir ce paludisme chez eux, parce qu'en faisant cette prévention, on protège également le bébé qui est là, pour lui éviter de naître prématuré ou avec un petit poids de naissance, avec toutes ces conséquences plus tard. Donc, ces moyens-là existent. Et vous savez aussi que récemment, le 25 avril dernier, la vaccination contre le paludisme a été lancée. Et pour le moment, donc, c'est en phase pilote, dans certaines zones de notre pays, notamment Banikwara, c'est à Alada, Itofor et Essay. Donc, c'est en cours. Et après, ça va être évalué et après, ça va être généralisé. Mais ce qu'il faut dire par rapport à la vaccination, et donc, c'est pas parce qu'on a été vacciné qu'il faut laisser les autres mesures. Parce que la vaccination à elle seule ne protège pas de façon très efficace. Donc, c'est autour de peut-être 30-40%, voire même 50%. Mais quand elle est associée aux autres mesures, c'est-à-dire surtout dormir sous moustiquaire, voilà, son efficacité est beaucoup plus importante, plus élevée. Et donc, en dernier point, surtout dans la prévention, quand l'enfant a la fièvre, il faut vite traiter le cas de paludisme simple. C'est important. Et donc, l'élément qu'on a vu là, le conseil qu'il faut donner à ses parents, donc, c'est qu'ils aillent à l'hôpital et qu'on traite vite ces cas-là. Qui aussi, cet élément constitue également un élément de prévention du paludisme. D'accord. Mais il y a certains parents, je ne dirais pas certains parents, la majorité des parents au Bénin qui utilisent des fumigènes, des insecticides pour quand même chasser un peu les moustiques et les tuer un peu dans la chambre. Mais qu'est-ce que vous avez à dire? Parce qu'il y en a, ils mettent mais ils dorment dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement avec les insecticides? Alors, ça, c'est des mesures individuelles qu'on peut utiliser également pour lutter contre le paludisme. Vous avez parlé de les serpentins fumigènes qu'on peut utiliser, les pulvérisations que les parents font aussi à la maison.
Avant, chez nous, il y avait les pulvérisations intradomiciliaires organisées par le Programme national de lutte contre le paludisme, mais qu'on ne fait plus. Et donc, les parents, ce qui est recommandé normalement, c'est quand vous pulvérisez, ben, il faut sortir et attendre que ça fasse effet. Et l'effet, c'est quoi? Parce que quand on pulvérise, c'est pour tuer les moustiques qui sont dans la chambre. Oui. Donc, laissez que ça passe son effet avant de revenir dans la chambre. Parce qu'il y en a qui réagissent à ça, qui ne tolèrent pas l'odeur et tout ça. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci à vous, docteur, pour tous ces éclaircissements. Nous allons marquer une toute petite pause pour suivre ceci. La dengue, encore appelée grippe tropicale, est une maladie virale transmise par des moustiques du genre Aedes, aussi appelés moustiques tigres. Les symptômes les plus fréquents sont une fièvre et des douleurs articulaires. Ces complications peuvent être sévères. Si la maladie est dans la majorité des cas asymptomatique, la forme habituelle se manifeste par une fièvre brutale associée à des douleurs et une éruption cutanée. Dans de rares cas, des complications graves et parfois mortelles peuvent survenir. La plupart des malades ont des symptômes légers ou n'ont aucun symptôme et se rétablissent en 1 ou 2 semaines. Dans de rares cas, la dengue peut être grave et entraîner la mort. Les symptômes sont apparents habituellement 4 à 10 jours après l'infection et durent 2 à 7 jours. Les personnes infectées pour la deuxième fois courent un risque accru de la dengue sévère. Ces symptômes subviennent souvent après la disparition de la fièvre, douleurs abdominales sévères, vomissements persistants, respiration rapide, saignement des gencives ou du nez, fatigue, agitation, les selles, forte sensation de soif, peau pâle et froide sensation de faiblesse. Les personnes présentant ces symptômes graves doivent recevoir des soins immédiatement. Après leur guérison, les personnes qui ont eu la dengue peuvent se sentir fatiguées pendant plusieurs semaines, alors que la dengue est davantage présente dans les villes, avec une incidence galopante à travers le monde. Le paludisme est plutôt localisé dans les zones rurales. Oui, docteur Toro Diadé, on vient de suivre un élément qui présente la dengue, une maladie, et cette maladie qui est facilement confondue au paludisme parce que transmise également par un moustique. Quelle est la nuance entre les deux maladies? Alors, la nuance entre les deux maladies, bon, les deux maladies, donnent la fièvre, ok. Le paludisme, tout à l'heure, on a dit que c'est transmis par un parasite. C'est un parasite, alors qu'ici, il s'agit d'un virus. D'accord. Alors, le vecteur, pour les deux, sont des moustiques, mais ce n'est pas les mêmes moustiques. Alors, pour le paludisme, c'est l'anophèle femelle, je l'avais dit tout à l'heure, alors que l'autre, c'est un autre moustique qu'on appelle Aedes. Voilà, qui donne la maladie. Bon, ces deux moustiques, bien évidemment, existent chez nous. Voilà. Alors, oui. Allez-y. Oui, alors, donc, quand la dengue, dans une partie des cas, il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. C'est vrai aussi, le paludisme, parfois, il y a des formes asymptomatiques. Et quand on a les signes, donc, les signes, pratiquement, c'est les mêmes choses. Vous voyez un peu, donc, il y a la fièvre, on a des courbatures, voilà, on vomit et tout ça. Et dans une infime partie de la dengue, on aura des formes graves. Des formes graves où le malade va saigner de façon foudroyante, tout en sachant aussi que le paludisme aussi, dans l'un de ses critères de gravité, il y a le saignement aussi. Est-ce que vous voyez? Dans la dengue aussi, le malade peut avoir des signes d'état de choc, c'est-à-dire les extrémités qui sont froides, le cœur qui bat très fort, la tension qui est basse et tout ça. Des signes aussi qu'on peut avoir aussi dans la dengue. Peut-être que ce qu'on ne voit pas plus dans le paludisme, c'est cette douleur abdominale-là, le mot de ventre très atroce qu'on peut avoir dans la dengue, qu'on ne verra pas dans le paludisme. Voilà. Donc, pour vraiment nuancer, quand on sent ainsi, qu'on a ainsi, il faut se rendre à l'hôpital. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que la dengue représente autant que le paludisme un danger pour les enfants? Oui, c'est vrai que les formes graves sont très rares. Parce que tout à l'heure, c'est vrai, je ne vais pas parler de traitement. Le paludisme, on sait que ça a un traitement, on traite, mais la dengue, c'est un virus, c'est un traitement symptomatique qu'on fait.
Est-ce que vous voyez? Mais les formes graves sont très rares. Sont très rares, contrairement au paludisme où on ne fait pas vite, on a les formes graves et puis tout ça. Mais ça reste un danger pour ceux qui font les formes graves. Alors, merci docteur pour tous ces détails que vous venez de donner. Cette nuance va permettre à beaucoup d'entre nous de faire un peu la différence entre le paludisme et la dengue. Est-ce que vous avez un conseil à l'endroit de nos téléspectateurs pour terminer? Alors, les conseils à donner aux téléspectateurs, c'est d'abord il faut vraiment faire dormir les enfants sous moustiquaire parce que ça reste l'intervention la plus efficace contre le paludisme et le faire dormir tôt. Au-delà de ça, s'il y a possibilité de grillager les portes, les fenêtres et tout ça pour faire la double barrière, ce serait très bien. Les zones où il y a le paludisme, où il y a la vaccination, excusez-moi, il faut que les parents fassent la vaccination, mais tout en continuant les autres mesures de prévention. Les zones où les médicaments sont déployés pour toujours réduire le paludisme, il faut que les parents laissent les enfants prendre ces médicaments comme cela se doit. Et quand il y a la fièvre, il faut aller consulter. Les centres de santé proches ne sont pas chers. Il faut aller là-bas, il ne faut pas dire que voilà, je vais là-bas, je vais dépenser tout. Non, les tests rapides sont là et c'est gratuit. Et il faut avoir la preuve avant de donner un médicament. Voilà. Parce que si on n'a pas la preuve, ça constitue un retard au diagnostic et avec toutes ces conséquences après. Parce qu'on voit beaucoup d'enfants qui meurent avant même qu'ils viennent. L'enfant est déjà décédé à la maison parce qu'on a pris le temps, on a traîné, on craint que si on va à l'hôpital, on va dépenser, on se lance dans les tisanes et finalement, on perd son enfant bêtement, excusez-moi, alors qu'on aurait dû consulter plus tôt. Voilà, merci. Merci à vous, docteur. Voilà, nous sommes à la fin de ce premier numéro de votre émission Capital Santé. Cette émission qui se préoccupe de votre santé et de votre bien-être. Pour ce numéro, nous vous avons entretenu sur le paludisme avec l'apport du docteur Yevedo Toro Djedé. Il est pédiatre, il est médecin pédiatre et néphrologue au CNHU de Cotonou. Merci de nous avoir suivis et gardez à l'esprit que le paludisme est un véritable danger pour les enfants, comme l'a dit le médecin. Il faut toujours consulter à l'apparition du moindre symptôme. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.